Avec cette vidéo, je vous présente une première partie du document résumé de mes notes de cours. Il s'agit de la partie correspondant au chapitre 1, donc un chapitre qui fait partie du domaine de la mécanique, du domaine de la physique qu'on dit être la mécanique. Si j'explose les 25 chapitres de la partie mécanique, on voit que le chapitre 1 lui-même fait partie d'un regroupement de 6 chapitres qui couvre ce qu'on appelle la cinématique ou l'étude pure et simple du mouvement. Donc, pas qu'est-ce qui cause le mouvement, mais qu'est-ce qu'on observe quand un objet est en mouvement. Le chapitre 1, on va mettre en relation des variables qu'on appelle la position d'un objet, le déplacement de cet objet-là, le temps évidemment, la vitesse de l'objet, ainsi qu'un paramètre supplémentaire, la distance parcourue. La différence entre le chapitre 1 et les chapitres 2 et 3, c'est que pour le chapitre 1, l'objet ne subira pas d'accélération. Ça veut dire qu'il va se déplacer à vitesse constante. Dans les chapitres 2 et 3, on va ajouter un aspect que la vitesse peut changer, que l'objet peut subir une accélération. Chapitres 4 et 5, ça va être un objet qui est en rotation, contrairement à ceux-là où c'est un objet qui avance dans l'espace. Ça va être un objet qui tourne dans l'espace. Et le chapitre 6, c'est un chapitre qui porte sur le mouvement des fluides. Je suis maintenant à la première page de résumé du chapitre 1. Vous allez voir qu'il y a toujours 2 pages de résumé pour chacun des chapitres de mes notes de cours. Je vais toujours vous présenter le contenu de ces 2 pages-là en faisant le lien avec les sections de Séguin. Donc, présentement, je vous invite à ouvrir votre livre de Séguin à la page 19, qui correspond à l'aperçu du livre de Séguin pour la section 1.2. Et ça nous permet des fois de comparer qu'est-ce que j'ai mis dans mon résumé versus qu'est-ce que Séguin a mis dans son aperçu, mais surtout de comparer qu'est-ce que Séguin utilise versus ce que moi je demande d'utiliser en termes de notation, de symboles, de schémas, etc., de formules. La première chose qui apparaît dans mon résumé, c'est un schéma typique. Vous allez voir dans la méthode que j'enseigne pour résoudre des problèmes de physique, des problèmes de sciences en général. On va toujours avoir une étape de dessiner, de schématiser la situation qu'on analyse. Donc, pour toute la partie cinématique, chapitres 1 à 6, le dessin va souvent avoir cette allure-là. Pas nécessairement avec tous les paramètres qu'il y a dessus présentement. Il va y avoir les paramètres qu'on a besoin dans la situation qu'on analyse. Mais la plupart du temps, ça va être un objet qui se déplace. On va représenter ça sur un axe des X, mais qui se déplace sur l'équivalent d'une ligne, qui se déplace, si on veut, dans un mouvement qu'on considère rectiligne. J'ai bien dit qu'on considère rectiligne, parce que des fois, on ne se déplace pas en ligne droite, puis on fait quand même l'hypothèse qu'on peut analyser ça comme un déplacement en ligne droite. L'objet, vous allez voir que je ne suis pas bon en dessin, donc que ce soit un bonhomme qui marche, une bicyclette, un auto ou un bloc, mon objet est représenté par un point. Habituellement, l'objet peut être, ça c'est un schéma qui représente l'objet dans l'espace, donc l'objet peut être à différents endroits, à différents moments, donc je vais avoir tendance à dessiner en trait plein mon objet à sa position initiale, puis même à rajouter du gris dedans. Et en pointillé, l'objet à d'autres moments, donc où est-ce qu'il est rendu dans l'espace. Quand il est à plusieurs positions possibles, je vais identifier mes positions. Quand il est à plus que 2 positions possibles, je vais identifier mes positions commençant par la position 0, la position 1, donc il était rendu ici, mais par rapport à l'axe des X, il a avancé jusque-là. La position 2, la position équivalente à 3, si on veut, que je n'ai pas numéroté comme tel ici, parce que j'ai mis la position 3 ici. Dans les faits, j'aurais pu également numéroter X0, X1, X2, X3 et X4. Mais là, j'ai comme négligé la position ici. Donc ça, c'est la position de l'objet. On peut aussi parfois vouloir démontrer le déplacement de l'objet entre 2 moments. Évidemment, là, il peut y avoir un déplacement d'ici à ici, il peut y avoir un déplacement de ici au deuxième point. Ça peut être un déplacement de ce point-là jusqu'à l'autre point. Donc, c'est pour ça que je vais appeler ça souvent pour un déplacement donné, quelle est la position initiale du déplacement, puis quelle est la position finale du déplacement. Fait qu'ici, ce que tu es montré, c'est un déplacement entre la première position, position 0, et la troisième position, la position X2. Souvent, je vais utiliser une cote, surtout si la plupart du temps, on va avoir un objet qui se déplace sur la ligne droite. Là, il n'y aura même pas le point qui est ici en haut, qui est un petit peu en dehors de la droite.
l'objet va toujours être sur la ligne droite. Ce que ça voudrait dire, exemple, c'est-à-dire qu'à x1, il était ici. Ce qui n'est pas le cas ici, mais ça ne change rien à l'analyse. Quand je veux montrer le déplacement qu'on appelle delta x, je vais mettre une cote. En ingénierie, on appelle souvent ça une cote. Puis je vais l'identifier, cette cote-là, comme étant delta x. Ça me donne que j'étudie ce qui s'est passé entre le début de cette cote-là et la fin de la cote. La cote peut servir pour montrer le déplacement, mais peut servir aussi pour montrer ce qu'on appelle le temps écoulé. Donc la différence entre au temps initial, j'étais au début de la cote, et au temps final, j'étais à la fin de la cote. Autre chose qu'on montre souvent sur le dessin, c'est les vitesses. Mais dans ce cas-ci, on est dans un chapitre où on va parler de qu'il n'y aura pas d'accélération. Donc, on va dessiner la vitesse, mais on ne dessinera pas l'accélération. L'accélération est égale à 0. Et l'accélération, c'est un vecteur. Donc, un vecteur, ça se dessine comme étant une grosse, plus ou moins longue flèche, dépendant de la valeur de la vitesse comparée à d'autres moments. Et ça s'identifie comme V, mais pour faire la différence entre la position qui est une donnée scalaire qui n'est pas un vecteur, et une vitesse qui est une donnée vectorielle, on rajoute une petite flèche par-dessus le V pour lorsqu'on donne le nom de notre symbole pour montrer que ça, c'est une donnée vectorielle, puis que ça, c'est une donnée scalaire. Ici, il a été montré la vitesse instantanée, puis il a été aussi montré la vitesse moyenne sur un intervalle quelconque. Donc, la différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Ça, c'est la vitesse qu'on a à un moment donné. Puis ça, c'est la vitesse qu'on a pendant, exemple, un intervalle. Donc, on rajoute moyen pour montrer, pour faire la différence entre les deux. C'est aussi une donnée vectorielle. Donc, on voit le petit dessin qui apparaît au-dessus pour dire que c'est une donnée vectorielle. Comme paramètre sur le dessin, il nous reste le dp qui est ici, qui est un autre paramètre qu'on va voir dans quelques instants, la distance parcourue, qui peut être différente du delta x. La distance parcourue, c'est vraiment quand je mesure quelle est la longueur de mon déplacement. Fait que ça va s'appliquer surtout justement dans des cas où on ne se déplace pas sur l'axe des X. Donc, quelle est la longueur du pointillé qu'on a ici. Qui serait différent, exemple, parce que là, j'ai mis le dp sur tout le pointillé, donc mon objet aurait fait tout ce déplacement-là. Si je voudrais avoir le delta x total, donc je prendrais entre la fin et le début, la longueur de ma cote ici va être différente de la longueur du pointillé. Ce sont deux paramètres différents. Vous allez voir qu'en physique, souvent, on utilise le déplacement et on néglige la distance parcourue. L'être humain, tous les jours, s'intéresse beaucoup plus à la distance parcourue qu'au delta x. Je continue en présentant les paramètres de base qui s'appliquent dans le chapitre 1, mais qui vont s'appliquer pratiquement toute l'année. Donc, quand je donne une grandeur physique, quand je donne une variable physique, le nom de temps initial, temps final, c'est du temps, c'est mesuré en secondes. Je précise dans mes résumés que la plupart du temps, s'il s'agit d'une donnée vectorielle ou d'un scalaire. Donc ici, ce ne sont pas des vecteurs, c'est des scalaires. Et ils n'ont pas de signe. On ne peut pas avoir du temps négatif, on ne peut pas être à moins 10 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai écrit scalaire, non signé, ça veut dire sans signe si on veut. Et ça se mesure en secondes. L'intervalle de temps ou le temps écoulé, c'est la différence entre le temps final et le temps initial. C'est aussi un scalaire non signé, donc le temps final est toujours plus grand que le temps initial. Ça doit toujours donner, quand on calcule ce paramètre-là, une valeur plus grande que 0. Attention, quand je mets du jaune comme ça, c'est officiellement une formule de physique qu'on peut utiliser pour solutionner nos problèmes. On va voir, là, quand je vais appliquer ma méthode, quand je vais solutionner des problèmes, là, que c'est très important dans ces formules-là que j'ai mis en jaune. Des fois, je vais m'intéresser à l'intervalle de temps pour un intervalle donné. Quand j'écris 0,1 ici, ça veut dire que j'ai calculé le delta t avec un temps final qui était le t1. Donc, j'étais, par exemple, ici, si mon x1 était ici, si ma position 1 ici, ça aurait été mon t1. Et le temps 0, le moment où j'étais ici. Fait que c'est une façon un peu équivalente là, de préciser quand il y a plusieurs intervalles, sur quel intervalle que je calcule mon temps. J'écris habituellement juste ce paramètre-là, mais ça veut dire pour passer de la position 0 à la position 1, il y a certains livres de physique qui vont l'écrire comme ça, que ça montre un peu plus, là, que je suis passé de la position 0 à 1. Évidemment, s'il y a plusieurs intervalles, comme ici, il y avait plusieurs intervalles, je peux m'intéresser à l'intervalle total du début à la fin. Il va falloir que j'additionne le temps que ça a pris pour passer de la position 0 à 1, plus le temps que ça a pris pour passer de la position 1 à 2, plus tous les autres temps. Ça, c'était la notion de temps. La notion de position, donc on utilise le symbole X.
position initiale, position finale. Attention, Séguin a tendance à utiliser x0 pour vouloir dire x initial et tout simplement x pour vouloir dire x final. Mais moi, dans mon cours, je vais vous demander d'utiliser la notation x initial, x final, même si c'est un petit peu plus long à écrire. Je la trouve beaucoup plus précise en termes d'idées. Puis surtout, ça nous différencie avec quand on numérote plusieurs positions. Parce qu'évidemment, même si je numérote de 1 jusqu'à 3 ici, ben, des fois, le x initial, ça peut être x1. Je peux être en train de calculer quelque chose sur l'intervalle 1 à 2 quand l'objet s'est déplacé de la position 1 à de la position 2. Ben, mon x initial pour cet intervalle-là, ça va être x1. Donc, x initial, c'est pas toujours x0 nécessairement. Évidemment, la position, c'est un scalaire signé. Ça se mesure en mètres, symbole petit m. Et quand on dit signé, ça veut dire avec signe, ça veut dire que ce paramètre-là peut être plus grand que 0, peut être positif ou peut être plus petit que 0, peut être négatif. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, ça nous prend un système de référence, dire à quel endroit est le x est égal à 0. Pour un x plus grand que 0, bien, je suis en avant, puis pour un x plus petit que 0, je suis en arrière de ce que j'ai pris comme référence x est égal à 0 pour l'instant, c'était l'axe des y par exemple. Ça, c'était la position en valeur absolue. Ça, c'est dans l'espace, si on veut. C'est une représentation de où est l'objet dans l'espace, mais je peux montrer aussi où est l'objet en fonction du temps. Donc, faites attention, c'est deux formes de représentation différentes. Ça, c'est une représentation dans l'espace, puis ça, c'est une représentation en fonction du temps. Donc, le temps avance sur l'axe ici, et à cet instant-là, j'étais à tel endroit, j'étais dans une position positive, parce que je suis du côté positif de l'axe des X. Le temps s'écoule, ma position diminue, elle devient même négative, puis un moment plus tard, bien, ma position est devenue négative. Donc ça, c'est un graphique de position en fonction du temps. Déplacement, la différence entre la position finale et initiale, donc la formule de base, et la formule des fois si j'ai plusieurs intervalles. Attention, on dit déplacement 1D selon X, ça veut dire que on peut faire du déplacement une dimension selon Y, selon Z. Je prendrais toutes les mêmes formules. Bien, pour le temps, ça ne change rien. Mais pour tous les endroits où je rencontre X, je pourrais écrire Y à la place ou Z, être sur l'axe des Y ou l'axe des Z. Et ce n'est pas nécessaire que l'axe des X soit horizontal, orienté vers la droite. Je pourrais faire mon problème avec un axe des X qui est dirigé vers le haut ou qui est dirigé vers l'arrière ou même en diagonale. Et quand j'écris que le X est négatif, bien, ça veut dire que la valeur est négative par rapport à où est le x est égal à 0 sur cette chose-là. Évidemment, le sens positif est donné par la flèche à l'extrémité. Donc ici, il faut se rappeler là, que je peux faire le même problème en x, y et z. Évidemment, je peux calculer le déplacement total versus le déplacement sur différents intervalles. Donc j'additionne toutes ces choses-là qui peuvent avoir des signes positifs ou négatifs pour chacun des intervalles. Évidemment, j'additionne des mètres, ça va me donner des mètres en bout de ligne. Et je peux arriver avec une valeur globale qui est négative ou positive, ça a un signe. Paramètre extrêmement intéressant, le calcul de vitesse, donc calculer ma vitesse moyenne. La définition de la vitesse moyenne selon le physicien, c'est de prendre mon déplacement delta x divisé par le temps que ça a pris. Évidemment, ça donne des mètres par seconde. Donc, c'est en mètres par seconde. Et c'est une valeur signée. Quand je la calcule avec cette formule-là, je peux obtenir une valeur qui est positive ou qui est négative. Pour montrer que c'est une valeur signée, ben, on rajoute ici la notation virgule x. Ce que ça vient me dire, moi, c'est rien qu'une nomenclature qui vient me dire que ce paramètre-là de physique peut être positif ou négatif. Donc, c'est un scalaire signé. Bizarre, je vous dis que la vitesse, c'est un scalaire signé ici, alors qu'en haut, j'ai dit que la vitesse, c'était un vecteur. Bien, ici, c'est mon module, pas mon module, mais ma composante du vecteur que je suis en train de calculer. Okay? Il demeure que juste V tout seul, c'est une quantité vectorielle, mais ici, je suis en train de calculer un chiffre positif ou négatif qu'on appelle la composante du vecteur, la composante selon x du vecteur. Évidemment, je peux m'intéresser à la vitesse en valeur absolue, dans le sens que je vais avoir une vitesse positive si j'avance, un être humain qui avance à une vitesse normale, exemple de 4 km par heure. Et je vais obtenir un chiffre négatif si c'est un être humain qui recule par rapport au système de référence. Je vais obtenir moins 4 mètres secondes s'il recule à moins 4 mètres secondes. Mais dans les deux cas, que j'avançais à 4 mètres secondes ou que je reculais à 4 mètres secondes, ça fait une différence pour le paramètre ici
Puis ça fait une différence dans le sens que le signe m'indique si j'avance ou si je recule. Mais dans les faits, ma vitesse, c'est 4 mètres secondes. 4 mètres secondes vers l'avant ou 4 mètres secondes vers l'arrière. Fait que des fois, on s'intéresse à la valeur absolue, à ce 4 mètres secondes-là. Ça revient à dire que je prends la valeur absolue du x. Le delta t était déjà toujours positif, mais j'oublie le signe du delta x, si on veut, là, dans la formule. Donc, je prends la valeur absolue. Fait que vous allez voir, souvent, j'utilise cette formule-là parce que je m'intéresse tout simplement à la vitesse en valeur absolue. Donc, quand je le calcule avec cette formule-là, ben, le paramètre V moyen, qui est le module de la vitesse, ben, c'est un scalaire qui n'a pas de signe. Je vous rappelle que la vitesse, c'est une quantité vectorielle. Dans la dernière partie de la page, je montre justement qu'on peut montrer que ma vitesse était vers l'avant. Ça veut dire que sa composante selon x va être positive. Si je calcule avec la formule qui est ici, je vais obtenir une valeur positive. Ça veut dire que le vecteur vitesse est dans le même sens que l'axe des x. Fait que si l'axe des x était vers l'arrière, ben mon vecteur aurait été vers l'arrière. Ce n'est pas de dire que quand j'ai un vecteur vers la droite, il va nécessairement être positif. Il faut que je le compare au sens de l'axe des x. Et si j'obtiens avec la première formule une valeur qui est négative, cela veut dire que mon vecteur doit être dessiné dans le sens contraire de l'axe des x. Donc, on voit un peu ici là, la notion des signes de ce paramètre-là, puis l'aspect vectoriel, qu'est-ce que ça a comme impact d'avoir un signe positif ou d'un signe négatif. Une valeur positive de vitesse moyenne selon x, ça veut dire que la position augmente. Une valeur négative, un vecteur qui est vers l'arrière par rapport à l'axe des x, ça veut dire que ma position diminue, je recule. Dans les deux cas, comme j'ai dit tantôt, ici, ça pourrait être représentatif de plus 4 mètres par seconde, puis lui représentatif de moins 4 mètres seconde. Il reste qu'en module, en valeur absolue, ma vitesse, c'est 4 mètres seconde. Donc, quand que je veux m'intéresser juste à la vitesse en valeur absolue, vous voyez, j'enlève le petit x. Donc, pour moi, ça, c'est deux paramètres différents. Ça, c'est ma vitesse avec signe, puis ça, c'est ma vitesse sans signe. Donc, pour faire la différence entre ces grandeurs-là en physique, le petit x vient me dire si je m'intéresse à la valeur avec signe ou à la valeur sans signe. Important, on n'insistait peut-être pas autant dans vos cours secondaires sur cette notion-là, mais ça devient extrêmement important dans la complexité des problèmes qu'on va rencontrer au collégial et ensuite, si vous poursuivez plus tard, aux études universitaires. En termes de graphique de position en fonction du temps, donc ici c'est une position, c'est un objet qui... sa position a toujours augmenté, mais pas selon une ligne droite. Là, la position augmentait. Là, il a ralenti en termes d'avancement de position. Puis là, il commence à réaccélérer. Donc, sa position change en fonction du temps, mais pas selon une ligne droite. Bien, quand je calcule la vitesse moyenne selon x, surtout avec la première formule, ce que je suis en train de calculer entre deux points donnés, donc entre un delta t, un t initial et un t final, je suis en train de calculer la pente de la ligne droite qui rejoint ces deux points-là. Donc, ce n'est pas la vitesse de l'objet instantané. Là, ici, l'objet allait plus vite. Là, il allait moins vite. Il ralentissait. Puis là, il allait plus vite encore. Mais ça me donne une moyenne. Quelle était la vitesse moyenne entre ces deux points-là? Et c'est la pente d'une droite. Là, c'est la pente mathématique d'une droite. Donc, le calcul qu'on a ici, c'est le calcul équivalent à calculer une pente. Donc, des fois, on peut faire des solutions graphiques là, quand on connaît le graphique de position en fonction du temps. Une première formule de physique que j'utilise parfois, mais vous allez voir que je vais en préférer une là, dans la prochaine section de Séguin, c'est de calculer évidemment la position d'un objet. On s'intéresse souvent à où est rendu un objet en fonction de sa position initiale, plus selon la vitesse qu'il avait puis le temps qu'il s'est déplacé, où est-il rendu. Donc sa position plus l'aspect vitesse fois temps pour son déplacement. Évidemment, l'objet peut avancer ou reculer. On le verra un petit peu plus dans la prochaine section de Séguin. Donc ici, je mets une valeur qui est avec signe. Ça veut dire qu'ici, quand je vais remplacer mon chiffre dans ma formule, quand je vais mettre un chiffre, bien, ça peut être un chiffre qui est positif ou négatif. Là. Je vous rappelle que le petit x veut toujours dire ça. Ici, il y a déjà le x dans le nom principal du paramètre. Ça fait qu'on sait déjà que ce paramètre-là peut être positif ou négatif. Delta t, il n'y a pas de petit x parce que c'est toujours une valeur positive. Évidemment, je pourrais transférer le terme de ce côté-ci mathématiquement, puis ça deviendrait un signe moins, les opérations mathématiques classiques, ça ferait x final moins x initial. Bien, x final moins x initial, on a appelé ça delta x. Donc ici, j'ai écrit une deuxième formule en dessous, mais pour moi, là, je vois la même formule. Ces deux choses-là, pour moi, là, c'est une seule et même formule de physique. Donc, soit que j'ai regroupé x final avec x initial avec x final, puis c'est devenu un delta x, ou soit que je ne les ai pas regroupés. Donc, ce n'est pas un dédoublement de formule. Pour moi, c'est la même formule de physique, mais que j'utilise selon ce qui correspond le plus à la situation que j'analyse.
Cette première section-là de Séguin, ben, pas première, mais en tout cas la section 1.2 de Séguin se termine avec la notion de distance parcourue. Et il n'y a pas de formule officielle de physique. J'écris est égal à 3 petits points. C'est parce qu'il n'y a pas de formule. Il y aurait une multitude de formules. Ça dépend de la situation que j'analyse. Des fois, il peut y avoir même pas de formule, que ma seule façon de calculer la distance parcourue, c'est de mettre une corde sur la trajectoire que j'ai faite et après ça, d'étirer la corde pour la mesurer, par exemple. Donc, il n'y a pas de formule. Remarque, la distance parcourue sera une propriété. La distance parcourue va toujours être au moins plus grande ou égale au déplacement delta x. Évidemment, le dessin d'en haut montrait bien ça. Quand je me suis déplacé d'ici à ici, je peux l'avoir fait en ligne droite, ça correspond au delta x, à la cote qu'il y avait ici. Mais si je l'ai fait sur une courbe, ben, mon pointillé est plus grand que le delta x. Il ne peut pas être plus petit, je ne peux pas avoir sauté de l'espace, donc c'est plus grand ou égal. Donc ce n'est pas une formule, c'est juste une propriété là, de la distance parcourue. Et la formule que l'être humain utilise généralement dans la vie de tous les jours, contrairement ici à la formule de physique, il va simplement prendre la distance parcourue divisée par le temps. Et on appelle ça la vitesse dans la vie de tous les jours. Nous autres, dans le cours de physique, même si c'est la vitesse dans la vie de tous les jours, on va l'appeler SM pour la vitesse scalaire moyenne. C'est la vitesse qu'un être humain calcule habituellement, qui est une formule légèrement différente de celle-ci en haut. On l'appelle VSM, donc officiellement, il faut utiliser ça pendant toute l'année quand on veut parler de cette vitesse-là, quoiqu'on ne la calculera pas beaucoup parce que les physiciens s'intéressent plus à la formule d'en haut. C'est une valeur qui est non signée parce que le delta t est toujours positif, puis la distance parcourue, c'est toujours positif aussi. Donc le VSM, c'est toujours sans signe, c'est toujours positif. C'est des mètres par seconde. Ça complète la partie du chapitre 1 qui correspond à la section 1.2 de Séguin. Fait que faites attention, mes formules sont légèrement différentes de ce que vous voyez dans l'aperçu de Séguin. J'avais déjà mentionné tantôt l'aspect final initial versus 1,0. Il y a aussi l'aspect vitesse moyenne. Séguin a choisi, comme certains livres de physique, de mettre une barre au-dessus du V pour parler de vitesse moyenne. Des fois, ben là, il y a la barre au-dessus du V, il y a la petite flèche au-dessus du V. Des fois, ça peut devenir mêlant, tout ça. Personnellement, je l'écris en indice que c'est vitesse moyenne et je vais demander à mes étudiants de le faire comme ça, de ne pas utiliser la terminologie de Séguin.